Pierre Janet, Les débuts de l'intelligence. Première partie, les premiers stades psychologiques. Chapitre 1, le problème de l'intelligence élémentaire. À chaque instant, tout le monde parle de l'intelligence et on semble comprendre de quoi il s'agit, mais il est vraiment très difficile de préciser. Un maître d'école, un professeur, nous diront facilement « Cet enfant est très paresseux, il ne sait pas grand-chose, mais cela s'arrangera, car il est très intelligent. » Et ils diront d'un autre « Oh, c'est un bon petit garçon, plein de bonne volonté, il travaille, il apprend beaucoup, il est un puits de science. Mais que voulez-vous qu'on en fasse? Il est si peu intelligent. » Sans doute, ces paroles nous donnent déjà une petite indication au moins négative. Pour ces professeurs, ne rien savoir n'empêche pas d'être intelligent. Savoir beaucoup, être un puits de science, n'empêche pas d'être bête. Mais si nous demandons au professeur « À quoi voyez-vous que celui-là est intelligent et que celui-ci est bête ?» il ne nous répondra à rien de précis et nous sentirons le vague de cette notion populaire de l'intelligence. L'intelligence en général. Peut-être pourrions-nous tirer de ces premières réponses une indication générale. Le professeur a l'air de croire que la petite fille intelligente qui ne travaille pas réussira dans la vie et que le gros garçon qui est bête n'arrivera à rien. L'intelligence se présente comme un pouvoir, comme une puissance dont nous disposons à notre avantage. L'intelligence sera, au point de vue psychologique, une condition de l'efficience de l'action. Il est de mode de répéter que l'homme est bien faible dans le monde, que la moindre chose qu'un grain de sable suffit pour l'écraser. C'est à la fois juste et faux. L'homme a sans doute peu de pouvoir dans ce monde, mais il a quelques pouvoirs. Quand je déplace un papier sur la table, je fais peu de choses, mais je fais quelque chose. Le destin, les lois naturelles, avaient voulu que ce papier fût à ma droite. Je l'ai mis à ma gauche, j'ai changé quelque chose dans l'ordre du monde. On nous répète que l'homme a peu de durée, qu'il passe comme une ombre sans laisser de traces. Mais enfin, il y a des hommes qui ont bâti des cathédrales. Ces cathédrales ont changé quelque chose dans la région, et ce changement se prolonge pendant des siècles. On dirait que l'homme a du pouvoir non seulement à l'endroit où il est, mais encore à l'endroit où il n'est pas. Je puis déplacer un livre à côté de moi, mais je puis aussi le jeter à 2 mètres à un endroit où je ne suis pas. L'architecte qui a bâti la cathédrale a jeté son action en avant dans le temps, et il a encore de l'efficience des siècles après sa mort. De quoi dépend cette efficience? Si nous le savions, nous pourrions la gouverner, l'augmenter indéfiniment, et nous deviendrions maîtres de tout, maîtres même de la mort, comme disait M. Bergson. Nous pouvons cependant dire que cette efficience dépend de bien des choses dont les unes sont en dehors de nous, dans les rencontres fortuites de notre organisme et des choses extérieures, et dont les autres sont en nous, dans notre organisme, dans notre vie. Une de ces conditions qui sont en nous consiste précisément dans ces conduites intelligentes. Toutes choses égales d'ailleurs, une action intelligente a plus d'efficience dans le temps qu'une action bête. Par exemple, une découverte scientifique qui transforme la vie des hommes dans de vastes régions et pendant des siècles rentre dans ce groupe des actions intelligentes. Cette idée d'efficience peut encore se préciser un peu, car les modifications du monde que nous considérons pour apprécier cette efficience ne sont pas quelconques. Si, par un mouvement maladroit, je fais tomber par terre un vase précieux construit par un artiste, il y a longtemps, j'ai eu de l'efficience, puisque j'ai changé quelque chose dans le monde
et détruit ce qui durait depuis un siècle. Mais on ne me fera pas de compliment. On dira que je n'ai rien fait d'intelligent. Pour que l'efficience de l'acte soit appréciée comme intelligente, il faut que son effet soit favorable aux désirs, aux tendances des hommes, qu'elle permette aux hommes de vivre plus, de vivre mieux, pendant plus longtemps. C'est là ce qu'on appelle l'adaptation d'un être à son milieu. C'est un changement de son état qui lui permet de conserver sa propre nature, de la développer au milieu de choses qui ne sont pas identiques à lui-même, qui ne sont pas lui-même. C'est pourquoi l'intelligence a été comprise le plus souvent comme une condition qui favorise l'adaptation de l'être vivant. L'intelligence devient ainsi une des propriétés de la matière vivante, une cause importante de l'efficience des êtres vivants. On est arrivé très vite dans ce sens à d'énormes et vagues généralisations. L'adaptation du corps aux conditions dans lesquelles il est placé, la construction de l'organisme qui lui permet de manger, de respirer, de remuer, ont été considérées comme une œuvre intelligente, comme le type de l'intelligence. Je rappelle à ce propos un livre que j'ai trouvé très séduisant, La psychologie organique, 1925, qui est signé d'un pseudonyme Pierre Jean. Cet auteur montre de l'intelligence dans toutes les cellules, dans les champignons, dans les fleurs. Il signale particulièrement l'intelligence des capucines qui cherchent, avec ingéniosité, à orienter leurs feuilles perpendiculairement aux rayons du soleil et à fuir l'ombre qui les gêne. Je ne refuse pas cette qualification d'intelligence aux capucines, qui sont évidemment des fleurs très spirituelles. Je crains seulement qu'il n'y ait là bien des métaphores peu précises. L'emploi des mots intelligence, sentiment, mémoire, dans tous ces cas, me paraît un peu aventureux, car on arrivera à confondre l'intelligence avec la vie, ce qui n'éclaircira ni l'une ni l'autre. N'en est-il pas un peu de même dans le beau livre de messieurs von Monakoff et Mourgue, Introduction biologique à la neurologie et à la psychopathologie, 1928, où ces auteurs nous décrivent des instincts intelligents dans l'édification de l'embryon. Les faits sont bien observés, mais les mots semblent employés d'une façon abusive. Nous ne connaissons guère la nature de la vie et les conditions de ses adaptations. N'est-il pas dangereux d'identifier tout de suite ces conditions inconnues avec l'une de nos conduites qui nous réussit dans certaines situations particulières et que d'ailleurs nous sommes loin de connaître avec précision? On pourrait rappeler à ce propos une pensée de Gustave Le Bon. Le savant, capable de résoudre avec son intelligence les problèmes résolus à chaque instant par les cellules d'une créature infime, serait tellement supérieur aux autres hommes qu'il pourrait être considéré par eux comme un dieu. Il n'est pas bon de confondre tout de suite tous ces procédés d'adaptation inconnus avec notre intelligence, qui ne doit être que l'un d'entre eux et peut-être l'un des plus infimes. C'est une des formes de la philosophie romantique de ramener tout à un principe de vie que nous ne sommes guère pour le moment capables de comprendre. Notre tâche est beaucoup plus modeste. Nous cherchons, au point de vue psychologique, à préciser un peu la nature de cette efficience spéciale que nous appelons l'intelligence. Nous essayons de préciser dans quel cas nous qualifions d'intelligentes certaines conduites des hommes ou même des animaux. Rappelons d'abord une petite histoire de psychologie animale qui nous a amusés il y a 30 ans. 2 professeurs français se trouvaient en voyage dans une petite ville d'Écosse, à Inverness. Ils ont été un jour accostés par un chien épagneul, d'allure fort aimable, qui paraissait désireux de lier connaissance avec eux.
Ce chien portait à son cou une tirelire sur laquelle était inscrit le nom d'une institution charitable et la prière de mettre un penny dans la petite boîte. Ces voyageurs intrigués et séduits par les manières du chien ont voulu mettre un penny dans la tirelire. Mais le chien ne parut pas satisfait. Il les empêcha de mettre la pièce dans la boîte et la prit entre ses dents. Les deux professeurs intrigués suivirent le chien dans quelques détours et le virent entrer dans une boulangerie. Celui-ci s'approcha de la patronne et déposa le penny dans sa main. Elle le prit et donna en échange au chien un petit pain. Le chien immédiatement mangea le pain et retourna au grand trot à ses occupations. Ces deux observateurs ont raconté ce fait bizarre dans un petit article de la revue scientifique et ils concluaient « Ce chien est tout simplement un voleur qui s'entend avec la boulangère pour tromper l'institution charitable. Sa conduite est évidemment déplorable au point de vue moral, mais elle est très remarquable au point de vue psychologique. Ce chien a compris le proverbe « Charité bien ordonnée commence par soi-même ». En outre, il a su faire de la boulangère sa complice et il arrive à se procurer des petits gâteaux avec beaucoup d'intelligence. Cet article provoqua une grande admiration pour l'intelligence du chien d'Inverness. Mais l'affaire n'en resta pas là. Quelques semaines après, le directeur de l'institution charitable envoya à la revue scientifique un article de rectification en disant « Vous donnez à notre chien moins de moralité et plus d'intelligence qu'il ne convient, car c'est nous qui l'avons dressé à ce manège. Ce chien n'est nourri que par les petits pains qu'il gagne de cette manière. La boulangère n'a donné qu'un petit pain d'un demi-penny et a remis la différence dans la tirelire. » Immédiatement, l'opinion publique se retourna et déclara que le chien d'Inverness ne méritait plus sa réputation d'intelligence. Ce revirement de l'opinion nous montre qu'un certain caractère important de l'intelligence disparaissait après les explications du directeur. Nous avions cru d'abord que le chien avait inventé sa conduite compliquée et adaptée, mais nous apprenons que l'invention ne lui appartient pas, car elle a été faite par l'institution. C'est elle qui a été intelligente, et non le chien. Cette petite histoire précise déjà un caractère de l'intelligence. Nous appelons intelligent un acte qui, en quelque chose, est original, qui sorte de l'être lui-même et qui ne vient pas des autres. Un acte habituel, devenu mécanique, ne peut être intelligent que dans son origine, dans sa première construction, et pour l'apprécier, il faut remonter à ses débuts. Ce caractère de l'invention, de l'apparition nouvelle, est cependant trop général. Tout changement qui apparaît spontanément dans un être vivant n'est pas un acte intelligent, car l'évolution de la vie nous présente à chaque instant de tels changements. Une autre observation portant cette fois sur une conduite humaine peut préciser à quel point l'action doit être modifiée pour être qualifiée d'intelligente. Il y a quelques années, j'avais à diriger une malade, déjà âgée de 76 ans, dans des conditions morales assez particulières. Cette personne avait à Paris une situation assez élevée. Son âge, sa fortune, le nom de son mari, qui avait été un personnage politique important, ses enfants, qui avaient de grandes situations, et même le rôle qu'elle avait joué elle-même autrefois, tout la rendait digne de tous les égards et même de tous les respects. Malheureusement, l'âge et des troubles nerveux avaient beaucoup modifié son caractère et son attitude. Elle ne surveillait plus ni sa tenue, ni sa propreté. Dans la conversation, elle disait trop souvent des choses mal à propos. Elle avait surtout de mauvaises habitudes au point de vue de l'alimentation et de la boisson. Une garde
décorée du nom de dame de compagnie devait être placée auprès d'elle, et je m'efforçais d'expliquer à cette personne quelle était la situation. D'un côté, une dame infiniment respectable et qui s'en rendait compte, auprès de laquelle il fallait avoir constamment une attitude respectueuse et même un peu admirative. De l'autre, un certain abaissement psychologique qui obligeait à prendre des précautions, à exiger certains soins, à supprimer des aliments et des boissons défendus, à arrêter des bavardages inconsidérés, etc. La garde parut comprendre et promit tout ce que je demandais. Quelques jours après, cette garde vint me trouver et se présenta avec une certaine agitation pour me faire des reproches assez vifs. « Vous m'avez donné, disait-elle, des ordres absurdes parce qu'ils sont contradictoires et inexécutables. D'un côté, vous voulez que j'aie pour cette dame tous les respects possibles, je l'accepte parfaitement. Mais alors, je serai son inférieur, car le premier des respects, c'est l'obéissance, et elle va me faire faire, vous le savez bien, des absurdités. D'autre part, vous me dites de lui faire faire des choses qu'elle ne veut pas faire, de l'empêcher de manger et de boire à sa façon, de sortir seule et de s'égarer dans les rues, de bavarder à tort et à travers. Tout cela, je le comprends fort bien, mais pour le faire, il me faut commander. C'est alors moi qui serai la supérieure, car celui qui se fait obéir est le supérieur. Je veux bien être l'une ou l'autre, l'inférieure ou la supérieure, mais c'est une absurdité que de me commander d'être l'une et l'autre à la fois. Choisissez ce que je dois être. » De ce discours, j'ai conclu que cette femme était trop bête et qu'elle était incapable de remplir une mission délicate qui demandait de l'intelligence. À mon avis, une femme intelligente peut fort bien avoir l'air infiniment respectueux, se montrer en apparence très docile et en même temps ne faire que ce qu'elle veut et commander fermement en ayant l'air d'obéir. Bien des femmes sont capables de jouer ce rôle. Cette petite histoire médicale est peut-être instructive. Elle nous montre un caractère essentiel de l'intelligence pratique et peut-être une des raisons de son pouvoir. La garde nous paraissait sans intelligence quand elle nous offrait de choisir l'une ou l'autre de deux conduites précises, anciennes, déjà organisées avec précision par les habitudes sociales. Et ce que nous considérions comme intelligent, c'était une troisième conduite personnelle, nouvelle, adaptée à ce cas particulier et intermédiaire entre les deux conduites banales et traditionnelles. On peut prendre un autre exemple pour préciser ma pensée, car il s'agit ici d'une question délicate qui va prendre une grande importance dans toutes ses études. On connaît ces appareils de distribution automatique qui sont souvent placés dans les gares. Sur ces appareils, il y a des séries de boutons qu'il faut presser pour obtenir une chose ou une autre dont le nom est inscrit au-dessous de chaque bouton. Le premier bouton nous donne des pastilles de chocolat, le second de la poudre de riz, le troisième des bonbons acidulés. Si un enfant veut des pastilles de chocolat, il presse le premier bouton. S'il veut des bonbons acidulés, il presse le troisième. Mais un enfant capricieux et gourmand a dans la tête l'idée bizarre de mettre à la fois dans sa bouche une tablette de chocolat et un bonbon acidulé. Comme il n'a qu'une seule pièce et ne peut presser qu'un seul bouton, comment obtiendra-t-il un petit sac contenant moitié de l'un et moitié de l'autre? Notre enfant sort de la gare et va dans une boutique où une aimable marchande lui confectionne immédiatement le petit sac qui contient une moitié de pastilles et une moitié de bonbons. L'appareil automatique était bête, la marchande a été intelligente. Encore un exemple, puisque la question me paraît grave au début. Un homme désire un costume neuf et pour faire des économies, il entre dans un magasin de confection.
« Oh, c'est bien simple, lui dit-on. Êtes-vous grand ou petit? Êtes-vous gros ou maigre? Nous avons des costumes qui habillent parfaitement les grands, les petits, les gros ou les maigres. » L'acheteur reste interdit. « C'est, dit-il, que j'ai le malheur de n'être ni grand ni petit, ni gros ni maigre. Je suis maigre de la poitrine et je suis gros du ventre. Aucun costume confectionné ne lui va, et il est forcé de retourner chez son tailleur qui, en homme intelligent, lui fera un costume sur mesure, intermédiaire entre les différents costumes tout faits. » Le souvenir de la garde choisie pour la vieille dame n'est pas sans une certaine importance philosophique. Ce que nous lui demandions sous le nom de conduite intermédiaire entre deux autres, c'était ce qu'on peut appeler une conduite sur mesure, une conduite relative à certaines circonstances, et cette observation introduit dans la conception de l'intelligence une notion très importante, la notion de relation, de rapport. Dans toutes les sciences, on parle perpétuellement de rapport et la plus grande difficulté de ces études, c'est de comprendre les rapports. Un enfant que l'on initie aux mathématiques a bien de la peine à comprendre ce que c'est qu'une fraction, que la moitié ou le quart sont des rapports entre 1 et 2 ou entre 1 et 4, et il faudra qu'il comprenne peu à peu bien d'autres rapports, car toutes les mesures et toutes les lois ne sont que des rapports. Les notions qui permettent aux hommes de parler du temps, même d'une manière élémentaire, les notions d'hier, de demain, d'avant et d'après, ne sont aussi que des rapports. Le malheureux enfant ne peut pas se réfugier dans sa famille car il ne peut comprendre qu'il a un père, une mère, des frères, sans comprendre une foule de relations. Quand l'enfant va essayer de se représenter un peu ce qui se passe autour de lui, il va tomber sur les rapports de causalité, de finalité, qui essaient de mettre un peu d'ordre dans l'univers. Cette notion de rapport est partout fondamentale dans ce qu'on appelle l'intelligence. Nos deux observations bien simples sur le chien d'Inverness et sur la garde de la vieille dame semblent avoir précisé un peu le problème de l'intelligence. Elles nous montrent qu'il y a une conduite inventée par l'individu, nouvelle au moins par certains côtés, qui consiste à prendre, dans bien des circonstances, un juste milieu, qui consiste à placer une action, jusque-là inconnue, entre deux actions déjà bien connues, c'est-à-dire à agir d'une manière relative. Cette conduite semble au point de départ de toutes les notions de rapport, des rapports de grandeur, de succession, de production qui remplissent les sciences. Ces conduites que l'on entrevoit ont un grand caractère. Elles semblent éminemment fructueuses pour les hommes. Ceux qui les pratiquent sont visiblement supérieurs aux autres, et la science qui en est sortie a multiplié énormément l'efficience de l'homme. Étudier l'origine et la formation de ces conduites relationnelles, essayer d'expliquer ce qui fait leur puissance, ce serait certainement comprendre une grande partie de l'intelligence. 2. La place de l'intelligence élémentaire parmi les tendances. Comment pouvons-nous faire une pareille étude et comment pouvons-nous parvenir à l'examen psychologique des rapports qui ont été déjà si souvent étudiés au point de vue logique? Sans critiquer ces études logiques des rapports, qui sont souvent fort belles, je dirais simplement qu'elles m'inquiètent un peu parce qu'elles abordent les choses par le côté où elles sont le plus difficiles à comprendre. Ces rapports de ressemblance, de contenance, de causalité
tels qu'ils existent aujourd'hui dans la philosophie, dans les sciences et même dans le langage courant, sont compliqués, abstraits, mélangés intimement avec une foule d'interprétations faites au cours des siècles. Ce sont des langages et des croyances superposées à ces relations elles-mêmes, et il n'est pas facile de débrouiller cet écheveau. Bien souvent, la psychologie a procédé de la même manière. Depuis Descartes surtout, elle prenait son point de départ dans la pensée et étudiait les idées telles qu'elles sont actuellement formulées par notre langage intérieur. Mais ce sont là les faits les plus compliqués qui constituent pour la science un bien dangereux point de départ. La psychologie un peu nouvelle qui s'est développée depuis quelques années me paraît plus modeste et plus simple. Elle considère la conscience et la pensée intérieure comme des complications dont il faut au début réserver l'étude. Elle veut étudier d'abord les faits psychologiques de la même manière qui a permis de comprendre un peu les faits physiques et les faits biologiques, en les étudiant au dehors, tels qu'ils se présentent à nos regards. Or, les faits psychologiques étudiés au dehors sont des conduites, c'est-à-dire des ensembles d'actes, des mouvements des bras, des jambes, du corps entier et surtout de la bouche, car les hommes sont surtout des animaux bavards. Après les premières adaptations des êtres vivants, qui ont été les fonctions viscérales de la digestion, de la respiration, les êtres vivants semblent avoir utilisé des adaptations d'une autre nature, par des mouvements extérieurs de leurs membres et des déplacements de leur corps. Ce sont ces actes que nous considérons comme les phénomènes psychologiques les plus simples, dans une psychologie de la conduite. Avant les idées de rapport et les raisonnements sur les rapports, il y a des conduites particulières dont nous venons de voir des exemples dans la conduite de la marchande aimable qui mélange pour le petit garçon les chocolats et les bonbons, dans la conduite du tailleur qui fait un vêtement sur mesure. Nous dirons que ce sont des conduites relationnelles qui mettent en relation plusieurs termes les uns avec les autres. Ces conduites nous semblent plus élémentaires que les idées de rapport qui en sont sorties par le perfectionnement du langage. Par conséquent, dans la mesure où cela nous sera possible, ce sont ces conduites relationnelles préparatrices des rapports que nous devons étudier en premier lieu. On peut encore indiquer cet objet de nos études d'une autre manière. Aujourd'hui, chez un homme adulte, les rapports sont contenus dans le langage. C'est le langage qui contient toute l'intelligence qu'ont acquise nos ancêtres et qu'ils nous ont léguée. Ce que nous voulons étudier, c'est la formation de ces conduites intellectuelles qui ont précédé le langage et qui en ont permis la formation. C'est l'intelligence avant le langage. S'il en est ainsi, il nous faut chercher la place de ces conduites relationnelles au milieu de toutes les autres actions que les hommes ont peu à peu appris à faire. Une psychologie de la conduite devient nécessairement une psychologie génétique qui range les conduites observées dans un certain ordre en mettant au début les conduites qui nous paraissent les plus simples et au-dessus les conduites plus élevées suivant leur ordre de complication et aussi, quand nous pouvons le soupçonner, suivant leur ordre d'acquisition. Les intervalles entre les opérations successives qui sont comme des paliers ne doivent pas être trop grands pour que nous puissions nous représenter un peu l'ascension qui a été faite. C'est, en somme, dans cette édification de la psychologie, la conduite de l'échelle, c'est-à-dire la conduite que nous avons vis-à-vis d'une échelle. Les échelons successifs ne doivent être séparés les uns des autres
que par des intervalles adaptés à l'écartement de nos jambes. Vous voyez déjà dans cette allusion à l'échelle une indication de notre tendance à recourir à des conduites inférieures pour expliquer les supérieures. Ici, la notion de l'échelle nous prépare à comprendre les paliers de l'évolution. Nous avons été amenés à établir, d'une façon malheureusement encore bien fragile, ce tableau de la hiérarchie des tendances, ou mieux, de la hiérarchie des opérations psychologiques. À propos de ce tableau, je suis heureux de pouvoir vous signaler un livre écrit en espagnol qui le présente d'une manière intéressante et utile. Monsieur B. Supercaso, qui a suivi mes cours au Collège de France, a bien voulu en présenter un résumé dans des conférences qu'il a faites au Chili. Son livre Apuntos de Psicología Comparada, 1928, résume bien l'essentiel de cet enseignement. Si nous considérons ce tableau, nous admettrons facilement, d'après nos remarques précédentes, que les conduites relationnelles ne doivent pas être placées parmi les tendances supérieures qui utilisent le langage et dont l'élément essentiel est la croyance. Dans ces tendances asséritives, réfléchies, rationnelles, se trouvent des croyances, des idées générales, des mesures, en un mot, des rapports compliqués qui nécessitent le langage. On peut, comme on l'a fait souvent aujourd'hui, désigner sous le nom de plan verbal l'ensemble de ces opérations supérieures qui dérivent du langage. Les conduites relationnelles doivent être au-dessous, puisque nous venons de les définir, de l'intelligence avant le langage. Mais il ne faut pas non plus placer nos conduites relationnelles trop en bas du tableau, parmi les conduites élémentaires des premiers animaux, que nous y avons placées sous le nom de conduites réflexes et de conduites perceptives. Ces conduites simples et régulières ressemblent à la pression des boutons de l'appareil de distribution, ou bien aux habits tout faits de la maison de confection. Elles ne présentent pas du tout les caractères de nos conduites relationnelles. Ces deux groupes de conduites, les conduites supérieures après le langage et les conduites tout à fait inférieures des réflexes et des perceptions, sont aujourd'hui très bien étudiées les unes et les autres. Vous avez bien connu ici les études de M. Lévy-Bruhl sur les premières croyances des peuples primitifs, qui doivent être placées au début des tendances supérieures, et les études de M. Pierron sur les réflexes sensoriels qui se placent dans la partie inférieure du tableau. Mais il y a, entre ces deux parties du tableau, un espace probablement assez considérable où nos connaissances sont très restreintes. On a peu étudié ce passage curieux des actes instinctifs au langage et aux croyances humaines. Quand on essayait de faire autrefois une carte de l'Afrique, on mettait beaucoup de détails sur le littoral, mais on réservait au centre de grands espaces blancs que l'on appelait terre incognite, les terres inconnues. Dans la carte de l'esprit humain, nous pouvons mettre aussi terra incognite sur les vastes régions où s'élaborent probablement les conduites relationnelles qui vont aboutir au langage. Remarquez que les géographes ne se taisaient pas tout à fait sur les terra incognite, ils en parlaient un peu. Ils nous disaient « Une terre inconnue, c'est une terre entourée de tous côtés par des terres qui sont connues. » Et cet entourage donne déjà quelques petits renseignements sur la dimension de la région inconnue. Il en donne un peu plus qu'on ne croit sur son contenu. Supposez par exemple que le géographe qui a décrit en Afrique une terre inconnue remarque que d'un côté, il y a de petites rivières qui se dirigent vers cette terre. Ces rivières sont connues.
Certaines d'entre elles vont traverser la région inconnue. Puis, un autre géographe dira de son côté « De cette terre inconnue, je vois déboucher dans la mer un grand fleuve. Ce fleuve est visible, il se jette dans la mer et sort de cette terre. » L'esprit humain n'aura pas de peine à dire « Ces petites rivières doivent traverser la terre inconnue et se réunir plus ou moins ensuite pour arriver à faire un fleuve. » Je ne connais pas la marche du fleuve, mais il est probable qu'il existe dans cette terre inconnue, et je vais au moins mettre par des points la marque d'un fleuve imaginaire. Dans l'esprit humain, il y a ainsi également des régions inconnues, mais on en connaît le point de départ, les conduites instinctives de l'animal, et aussi le résultat, la fameuse notion de rapport. Il est probable qu'entre les deux, il s'est fait un travail, comme il s'en fait un pour le fleuve dont je vous parlais tout à l'heure. Il s'est fait un travail que nous pouvons peut-être connaître par un rapprochement entre le point de départ et le point connu d'arrivée. Bien plus, ces terra incognitae ne sont pas complètement vides. Il y passe des caravanes, des avions les survolent. Ces avions n'ont pas tout vu, mais ils disent cependant, de temps en temps, « Nous avons cru voir quelque chose, nous avons aperçu le sommet de montagne, et petit à petit, il y a des renseignements, des îlots de connaissances qui permettent de marquer quelques points sur ces terres inconnues. » Eh bien, si nous considérons les documents relatifs à l'intelligence, je crois que nous avons des îlots de ce genre, et plus de renseignements que nous ne pensions, si nous voulons bien les chercher là où ils se montrent bien en évidence. 3. Les moyens d'étude. Il y a, autour de nous, bien des documents vivants qui peuvent nous renseigner sur ces fonctions si peu connues, intermédiaires entre les fonctions réflexes et le langage humain. Ce sont d'abord les êtres vivants qui, dans leur développement, se sont arrêtés à ce stade. Nous savons bien que des animaux inférieurs, des reptiles, ne possèdent guère que les réflexes et les actes perceptifs inférieurs. Mais il y a certainement des animaux qui vont plus loin. Sans doute ils ne parlent pas, ils ne sont pas parvenus au plan verbal, mais ils nous montrent à chaque instant des marques évidentes d'intelligence, quoiqu'elles ne soient pas parvenues au langage. Mais c'est là justement notre problème, celui de l'intelligence avant le langage. Étudier cette intelligence de l'animal supérieur doit être une partie importante de notre travail. Or, nous avons justement sur ce point un livre remarquable à consulter. Un psychologue allemand, M. Kohler, a été retenu pendant la guerre de longs mois dans l'île de Tenerife, où il y avait un dépôt de singes supérieurs, de chimpanzés destinés à des laboratoires de microbiologie. M. Kohler a entretenu avec ces singes d'excellentes relations, et il s'est efforcé de les bien connaître. Ses expériences sur l'intelligence des chimpanzés, et en particulier sur l'usage qu'ils savent faire de l'outil, sont de la première importance. Je dirais même qu'elles nous surprennent et qu'elles nous montrent chez cet animal un degré d'intelligence que nous ne soupçonnions pas. Je ne rappelle qu'un seul exemple brièvement, car nous en reprendrons la discussion dans une des leçons prochaines sur l'outil. Un singe, dont le nom mérite de passer à la postérité, Sultan, est dans sa cage et convoite une banane placée en dehors de la grille. Il cherche d'abord à l'attirer à lui avec un bâton, ce que je trouve déjà très joli, mais le bâton est trop court. Eh bien, je passe aujourd'hui sur les détails. Sultan remarque un autre bambou plus mince et il arrive à l'enfiler sur le premier, ce qui fait un long bâton suffisant
pour attirer la banane. Il ne s'agit pas là de méditation philosophique ni de système du monde, mais je n'hésite pas à dire que ce singe a fait une action intelligente, extrêmement intelligente. Je dirais même qu'elle m'étonne et qu'elle paraît dépasser ce qu'on peut attendre de cet animal. Ce singe se conduit intelligemment. À côté, et peut-être déjà un peu au-dessus du singe, nous voyons le petit enfant que l'on commence à étudier aujourd'hui beaucoup. Justement, il faut signaler l'histoire d'une petite fille américaine qui n'avait pas encore 3 ans et que son père, par curiosité psychologique, a mise dans une cage exactement comme les singes. Le psychologue a proposé à cet enfant la plupart des problèmes que M. Kohler posait à ses chimpanzés. Et nous pouvons constater avec satisfaction, pour notre espèce, que cette petite fille ne s'est pas montrée inférieure aux chimpanzés. Je n'ai pas besoin de rappeler les livres de M. Piaget de Genève. Je regrette un peu que M. Piaget s'occupe beaucoup de l'enfant qui parle et peut-être pas assez de l'enfant qui joue et qui agit. Mais il nous fournira des renseignements précieux sur les actes intelligents de la division et du rangement dont nous aurons à parler plus tard. Il nous faut tenir compte aussi des travaux si nombreux sur les primitifs, en particulier des belles études de M. Lévy-Bruhl. Mais déjà ici, il faut être prudent car le primitif de M. Lévy-Bruhl est encore plus bavard que les enfants de M. Piaget. Avec eux, nous entrons un peu trop dans les croyances du plan verbal. Cependant, les mœurs et les institutions de ces populations sont pour nous très instructives. Pour moi-même, j'ai l'habitude dans mes ouvrages de me servir particulièrement des observations psychologiques que me fournissent mes malades, tous ceux qui souffrent de ces troubles innombrables qui vont des névroses aux aliénations. Les malades dont je m'occupe le plus souvent ne peuvent guère, en ce moment, nous être utiles, car, malgré leurs troubles, ils restent, en général, beaucoup trop supérieurs aux chimpanzés. Leurs troubles nous feraient plutôt connaître le mécanisme des croyances qui sont d'un stade supérieur à l'intelligence élémentaire. Il nous faudra plutôt utiliser des malades plus profondément atteints que, fort heureusement, je vois moins souvent. Les confusions mentales, les délires infectieux de forme onirique déterminent des abaissements au stade de l'intelligence élémentaire et même au-dessous. Nous trouverons là, sous une forme exagérée, les phénomènes du rêve, dont l'étude est aujourd'hui si à la mode. L'étude si difficile des idiots et des imbéciles devra y être ajoutée. Mais une forme très triste et trop fréquente des maladies de l'esprit est bien plus importante pour nous. Je veux parler des détériorations de la conduite consécutives aux hémorragies cérébrales. Les hémiplégiques droits ont presque toujours en même temps perdu la parole et sont devenus des aphasiques. Cette perte de la parole les met justement au stade dont nous poursuivons l'étude. Ils n'ont plus que l'intelligence élémentaire au-dessous du langage. Et encore, cette intelligence élémentaire est chez eux fréquemment troublée. Le professeur Henry Head de Londres a fait sur ces malades de longues et belles études, réunies dans ces 2 gros volumes sur l'aphasie et les questions connexes. Il nous donnera sans cesse les plus précieux renseignements. Il y a cependant, à mon avis, une étude qui domine toutes les autres, et j'avais longuement insisté sur elle dans mes premières leçons au Collège de France en 1912-1913 sur les premiers actes de l'intelligence et dans mes leçons à l'Université de Londres sur les stades psychologiques, 1920. Les premiers actes humains de la perception
donnent naissance à des objets. Objets alimentaires, objets sexuels, objets redoutables, etc. Ces objets ne sont discernés dans la nature que par les tendances correspondantes de l'alimentation, du sexe, de la fuite. Eh bien, les actes intellectuels élémentaires dont nous nous occupons créent aussi des objets fort curieux qui sont bien distincts des précédents et qui méritent d'être appelés des objets intellectuels. Il y a dans le monde non seulement des fruits ou des rochers ou des lions, mais il y a la route, la place publique, la porte, l'outil, le portrait, le panier, la part du gâteau, les tiroirs de l'armoire, le drapeau, le mot. Comprendre ces objets singuliers qui visiblement n'ont pas été créés par la nature, mais par l'homme, voir leur rapport avec les conduites qui leur ont donné naissance, c'est le meilleur moyen de comprendre l'intelligence élémentaire. Voilà bien des objets d'étude. Je n'ai pas la prétention de les traiter tous complètement dans ces petits livres. J'espère seulement intéresser à leur étude et indiquer l'état actuel de ces questions.